Avant de plonger dans la pensée du cosmos chez François Cheng pour faire suite à notre premier volet, écoutons d'abord ces quelques lignes, un dialogue intime, presque initiatique, entre deux figures d'un même chemin, celui du roman « L'éternité n'est pas de trop ». À force d'obstination, j'ai trouvé une autre voie, celle que vous savez, la médecine et la divination. Je pense y avoir mis ce que je possède de mieux, une certaine intelligence, une certaine sensibilité, beaucoup de concentration et de dévouement. Quant à vous, vous n'avez même pas besoin de changer de métier. Votre talent est littéraire, n'est-ce pas? Tant mieux si vous réussissez les examens. Sinon, vos meilleurs écrits réjouiront vos contemporains, étonneront éventuellement les générations à venir. Ce sera, comme vous le disiez, votre manière de servir. Le lettré, un peu ébahi, ne trouve pas de mots pour répondre. Une autre voie, pas une fuite, mais un passage, un basculement discret du visible vers l'invisible, de la médecine à la divination, de l'action à la contemplation et peut-être aussi du quotidien à l'éternité. Dans ce deuxième épisode de notre trilogie, nous quittons peu à peu le monde tangible, ses paysages, ses objets, ses traditions telles que nous les avons envisagées dans le premier volet, pour entrer de façon quasi insensible en réalité dans une pensée du cosmos. Chez François Cheng, en effet, les romans sont plus que des récits, ce sont des traversées spirituelles. Ils ne nous parlent pas seulement de la Chine, ils en expriment le souffle, ses circulations, ses blocages, ses respirations intérieures. Une cosmologie, mais une cosmologie littéraire se déploie. L'homme y apparaît comme individu, mais aussi comme horloge vivante, suspendue entre la terre et le ciel, rythmée par les saisons, les rites du calendrier, les métamorphoses du temps. Mais cette harmonie n'est absolument pas figée, ce n'est pas une Chine ancienne, nostalgique, elle est traversée de tensions, de ruptures, de douleurs, autant de failles par lesquelles peut surgir une énergie de transformation propre au roman, et plus encore une sorte d'alchimie intérieure, inspirée du Tao et nourrie par l'art, l'amour et le silence. Alors merci beaucoup pour le premier commentaire que j'ai reçu au sujet des parentés avec la pensée alchimique, c'est très juste. On peut même préciser au sujet de l'alchimie chinoise qu'il existe en fait deux courants. L'un opératoire qui va viser à former un élixir concret, tangible, en employant des matières extérieures à l'homme, d'où son appellation d'alchimie extérieure, et l'autre de nature plus psychophysiologique qui va chercher à former un élixir mais à l'intérieur de la personne par des pratiques qui sont d'ailleurs aujourd'hui passées en Occident, d'ordre gymnastique, respiratoire, spéculative, méditative, d'où son appellation d'alchimie intérieure. C'est évidemment le deuxième volet de l'alchimie intérieure, qui constitue un intertexte culturel, un arrière-fond important dans l'écriture romanesque de François Cheng et au-delà dans sa poésie. Donc merci beaucoup. Les éléments concrets du roman, les lieux, les personnages, les gestes du quotidien offrent un ancrage sensible pour une réflexion sur la destinée, la souffrance, le cosmos tout entier. On y suit à chaque fois une intrigue principale. Dans le cas du dit de Tianyi, il s'agit du devenir d'un trio qui se forme peu à peu, un trio qui oscille entre amitié et amour, Tianyi, Haolang, l'ami, et Yu Mei, l'amante. On trouve également une intrigue principale dans le roman « L'éternité n'est pas de trop », avec le fil conducteur de l'amour contrarié, l'amour impossible, entre Dame Ying et Dao Sheng. Mais il y a aussi dans ces deux romans une multitude de fils secondaires tout aussi essentiels. Il y est question de rapport au pouvoir, de ruse, il y est question de la spiritualité, de l'individu dans sa place face au collectif, du rapport à la famille et au poids des hiérarchies anciennes. Cette structure en 1000 ruelles rappelle l'urbanisme chinois traditionnel, où l'organisation de l'espace reflète, est censée refléter, l'ordre cosmique et social. Un axe impérial nord-sud principal, un zonage hiérarchique, des murailles et des portes cardinales, sans oublier les îlots résidentiels et ce que l'on appelle les hutongs étroits, une sorte de ruelles en fait. Il y a donc un art de la structure typiquement chinois où l'agencement de l'espace exprime de façon insensible en réalité, un ordre du monde. C'est ainsi que l'on passe du tangible à l'intangible, du monde structuré à la pensée des principes premiers.
À partir de cette architecture concrète et subtile du roman, le récit s'ouvre à chaque fois dans ces deux œuvres à une pensée plus abstraite, subtile, imprégnée de taoïsme, sans jamais devenir ésotérique ni métaphysique. Certains chercheurs parlent d'ailleurs de métaphysique chinoise, mais en précisant que le mot de métaphysique n'est pas tout à fait adapté parce qu'elle est immanente, processuelle, relationnelle et non dualiste. Elle n'oppose pas l'esprit à la matière, ni l'être au devenir. Elle ne cherche pas à s'abstraire du monde, mais à le comprendre dans sa dynamique vivante. De ce point de vue-là, le genre du roman est évidemment un genre idéal. Même sans connaissance préalable de ces traditions, je veux tout de suite préciser que le lecteur peut entrer dans l'univers de Shang, ce qui était tout à fait mon cas la première fois que je l'ai découvert, quand j'avais 20 ans, parce qu'il écrit des romans qui sont fondamentalement ouverts, hospitaliers, capables de revivifier, je crois, vraiment ceux qui les lisent. Et en ce sens, François Shang écrit un classique de notre temps, au sens où l'entend Italo Calvino. Je vous mettrai la référence. Pourquoi lire les classiques ? Eh bien, il explique qu'un classique, c'est une œuvre qui n'a jamais fini de dire ce qu'elle a à dire. Et ça fonctionne bien, effectivement, avec ces romans de François Shang. Alors, je vais vous donner maintenant quelques clés de lecture taoïste, en précisant bien tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un exposé sinologique. C'est pour aider à lire Shang en profondeur, parce que quand on a ces quelques notions que je vais vous présenter ici simplement comme des balises spirituelles, on comprend bien qu'il n'y a pas de pensée systématique, il s'agit vraiment d'une vision, je le répète, dynamique, de concepts eux-mêmes dynamiques, comme presque toujours dans la pensée chinoise. Je vais vous proposer pour chaque notion une explication en m'appuyant sur les travaux de grands sinologues, notamment Han Shang, qui est spécialiste de l'histoire de la pensée chinoise et qui est la fille de l'auteur, et Cyril Javary, dont je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup l'approche. À chaque fois, j'essaierai de mettre en parallèle, en résonance, une citation littéraire de François Shang, en priorité extraite de ses romans, notamment Le Dit de Tiany et L'éternité n'est pas de trop, parce que vous allez voir que c'est assez éclairant et ça circule bien entre les deux. Alors on va commencer par le souffle fondamental, le qi. Le qi, c'est le fondement de toute la cosmologie chinoise. Il désigne le souffle vital, une énergie en mouvement qui n'est ni matière ni pur esprit, mais qui est ce qui fait circuler, anime et transforme toutes les choses. Pour Han Shang, c'est une substance, je la cite, énergétique, à la fois physique et spirituelle. Le qi relie le microcosme, le sujet, le corps humain, au macrocosme, l'univers tout entier. Il est à la base de la santé, de l'harmonie, de l'art et de la transformation permanente du monde. Cyril Javary dit « tout est souffle », tout est transformation du souffle. Dans Le Dit de Tiany, on voit bien qu'il est question de cela. L'univers tout entier, je cite le roman, respire du même souffle. Et ce souffle circule en nous, nous liant au ciel et à la terre. Du souffle, on peut passer à la notion de souffle divin, le shen. Le shen est souvent traduit par esprit ou souffle spirituel, mais il ne s'agit pas de l'âme séparée du corps. C'est la manifestation subtile du souffle dans sa forme la plus lumineuse, la plus consciente. Dans la médecine traditionnelle chinoise, il est logé dans le cœur et s'exprime dans le regard. Le shen donne sens, direction, élévation à la vie. Il ne s'oppose pas au corps, mais il en est la quintessence vivante. De ce point de vue-là, on peut comprendre de quoi il s'agit quand on est nous-mêmes des Occidentaux. Il n'y a pas, comment dirais-je, un incommunicable de la pensée, et ça, j'y viendrai notamment dans le troisième et dernier volet que je vous prépare. Par exemple, ici, il y a un dialogue possible à travers la pensée aristotélicienne pour nous. Chez Aristote, l'âme, c'est la forme, mais comme principe organisateur, dynamique, qui informe le corps et qui n'en est pas séparé, qui ne s'y oppose pas. Je me laisse aller à un petit dialogue comme ça rapide, mais pensons aussi à la citation latine « oculi animi vultus », ça veut dire « les yeux sont en fait le visage de l'âme ». On retrouve bien, enfin en tout cas on peut dialoguer avec cette idée que le shen s'exprime dans le regard. Et quant à François Shang, si on cherche des lieux de correspondance, on peut citer ce passage de L'éternité n'est pas de trop. Ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit, ce n'est pas ce qui fuit le corps, c'est ce qui le fait rayonner. Je vous le redis une dernière fois. Ce qu'on appelle l'âme ou l'esprit, ce n'est pas ce qui fuit le corps, c'est ce qui le fait rayonner.
La notion de vide médian, alors pour nous, là, pour le coup, je pense que c'est un peu plus complexe à comprendre au départ, notamment le régime de communication du vide et du plein. Le vide dans la pensée chinoise, ce n'est pas un néant, c'est un espace dynamique plein de potentialités. Le vide médian, c'est l'espace où le souffle peut circuler, où les transformations peuvent s'opérer. C'est un intervalle, mais ce n'est pas un vide, c'est un intervalle fécond, le lieu de la relation. On pourrait peut-être avec un imaginaire physique se le représenter comme un lieu de transition des ondes. Il est au cœur du yin-yang, du discours, de l'architecture, de l'art. Han Sheng le décrit comme le régime de la transformation, plus que de la fixité. Javari parle d'un vide opératoire, source de tout changement, jamais figé. Et si on écoute François Sheng en parler dans un de ses entretiens, je vous mettrai la référence dans le descriptif, il dit c'est dans l'intervalle que quelque chose advient, ce n'est pas dans le plein, ni dans le vide pur, mais dans ce souffle du vide médian que surgit le vivant. Et j'en viens à la notion évidemment centrale du taoïsme, c'est la notion de Tao. Le Tao, c'est la voie, non pas au sens d'un itinéraire figé, mais d'un processus vivant. Il ne s'agit pas de le maîtriser, mais de s'y accorder. Le sage ne va pas aller contre le courant, mais il va pouvoir quand même agir parce qu'il va s'inscrire dans le rythme du monde. En fait, j'ai l'impression, si je retranscris ce que j'en ai compris, c'est qu'on peut nourrir le Tao et il va nous nourrir aussi en retour. Le Tao est à la fois la loi naturelle, le chemin de la vie et le principe organisateur du cosmos. C'est la dynamique même du réel. Javari dit très bien ça, et c'est court et je trouve que c'est ultra brillant. Le Tao ne s'explique pas, il se vit. Han Sheng insiste sur le fait que le Tao est ce qui fait que les choses sont ce qu'elles sont, toujours en devenir. Le dit de Tianyi nous dit « La voie véritable n'est pas à chercher ailleurs, elle est en toi, il te suffit d'ouvrir ton cœur et de le mettre en accord avec l'univers. » Alors je vais en venir maintenant à deux dernières notions. Vous voyez, je fais une liste assez ramassée, voilà, dans une option que j'espère simple, en tout cas pas simpliste. Les deux dernières notions, c'est celle de Yi, l'intention, et la dernière, je l'ai gardée pour la fin parce que je l'adore. Enfin, je trouve que dans mon existence, j'ai vu vraiment des effets de ça. C'est le Wu Wei, c'est le non-agir justement. Alors le Yi, c'est l'intention, l'élan de la conscience. La direction mentale qui anime une action. C'est une notion centrale dans les arts chinois, en calligraphie, en peinture, dans les arts martiaux, où l'intention juste permet à l'acte, au geste même, d'être en accord avec le souffle et la voix VOIE. Il ne s'agit pas donc d'une volonté brutale, mais vraiment d'une orientation fine, souple, fluide. Le Yi harmonise la pensée, le geste et le cosmos. C'est une continuité en peinture. On parle de peindre l'intention plus que de représenter la forme. Dans l'éternité n'est pas de trop, on a bien cette notion qui apparaît. L'acte juste ne naît ni de la force, ni de l'effort, écrit le romancier, mais de l'intention pure, celle qui ne cherche rien pour soi. Alors vous voyez, la deuxième phrase en fait est extrêmement importante, la nuance, celle qui ne cherche rien pour soi. Voilà, ça c'est à méditer. J'en viens au Wu Wei, je m'excuse, je l'ai mal prononcé, le non-agir. Le Wu Wei ne signifie pas ne rien faire, mais ne pas forcer. Ne pas aller contre le flux naturel des choses. C'est agir sans s'agiter, si vous voulez. Cette notion est centrale dans le taoïsme, prônant une adaptation spontanée aux circonstances, dans un rapport sage au temps, ni précipiter les choses, les forcer, ni non plus ne rien faire en dilettante absolue. Dans le dit de Tianyi, François Sheng l'illustre bien. Il écrit, j'adore cette phrase, « Comme le sachet de thé infuse l'eau chaude sans contrainte, ainsi l'homme sage laisse son être imprégner le monde sans résistance. » Voilà, cette image du sachet de thé, je pense qu'on peut la garder en tête quand on a à cœur d'incarner certaines valeurs et d'aider peut-être à leur réalisation, même au sens politique du terme, et ça peut s'effectuer dans une vie politique toute simple. Je ne parle pas forcément de grandes échelles, et pourquoi pas aussi à de grandes échelles. Méditant le Wu Wei, le non-agir.
Je viens à ma dernière notion, le yin et le yang, que vous connaissez sans doute déjà. Alors, le yin et le yang, ce sont les deux forces fondamentales, à la fois opposées et complémentaires, qui régissent l'univers. Si vous avez pu écouter la conférence TEDx que j'avais mis la dernière fois dans le descriptif, la conférence de Cyril Javary, vous avez peut-être entendu qu'il explique que, en fait, ces deux forces ne sont opposées que si on les isole. Or, en réalité, elles ne sont jamais isolées. Leur interaction dynamique est à l'origine de tous les phénomènes et elles marchent ensemble, en fait. Plutôt que de les voir comme des opposés statiques, la pensée chinoise les considère en perpétuelle transformation, l'un vers l'autre, créant un équilibre. Et là, je crois qu'en fait, c'est tout le roman de l'éternité n'est pas de trop, qu'on peut relire comme quasiment une fable, un apologue placé sous ce signe. Si le roman de Shang revisite et incarne ces notions du taoïsme, je voudrais quand même préciser que, à mon sens, Shang ne fiche pas pour autant une Chine éternelle. Il en suit vraiment les mouvements intimes, les déséquilibres, les fractures liées à la modernité, les chemins de guérison sont entrevus parfois. Le roman devient alors une voie d'initiation, une traversée du vivant où le lecteur entre en résonance avec une pensée cosmique en transformation, c'est vrai, mais il arrive aussi que les personnages vivent, soient confrontés dans leur chair au mal absolu, et là on ne sait plus très bien qu'en faire. Voilà, il y a la pensée cosmique en transformation, et puis il y a ces moments où on est écorché vif par ces existences. J'en viens à aborder un troisième et dernier mouvement de cette pensée du cosmos, c'est comment l'art s'intègre dans tout ça. Eh bien, je crois qu'on peut dire que, en lisant ces romans, on perçoit une conception à la fois exigeante et généreuse de l'art. En effet, cette approche va s'incarner dans une conception de l'art qui va être à la fois mystique et profondément humaine. Profondément humaine d'abord, parce que on voit bien que François Chang n'éprouve aucune gêne, et je fais exprès de le dire comme ça, à rapprocher l'art de l'écriture d'une visée thérapeutique, du soin. Il pose cette question dans le Dit de Tiany lorsque son personnage découvre les œuvres des grands maîtres hollandais. Ces toiles que j'admire me guérissent-elles de ma peur, de ma soif, de ma blessure, de ma solitude? En fait, l'écriture, l'art, pour lui, n'est pas simple contemplation, elle est action, elle est thérapie. Alors la littérature devient alors voie d'accès au divin, musique sacrée, souffle de guérison, mais vraiment dans le sens le plus profond du terme. À cet égard, la lecture de l'éternité n'est pas de trop peut s'effectuer en réalité à deux niveaux. C'est d'abord l'histoire d'un grand amour contrarié, celle de Dao Sheng, jeune musicien, et Dame Ying, promise à un autre, mais au-delà de cette trame romanesque, il y a autre chose. Un deuxième niveau se dessine, plus symbolique, plus intérieur. Le couple séparé puis réuni devient une image vivante du travail d'une vie vertueuse. Un travail spirituel, profond, qui nous parle de la réunion du yin et du yang, de l'harmonisation des contraires. Chez Shang, cette quête prend racine dans deux notions clés de la pensée chinoise. Le Ming, qui renvoie au destin corporel, à la vie telle qu'elle nous est donnée, et le Qing, qui désigne la nature innée, l'esprit, ce que les Chinois associent au ciel. Dans le roman, l'amour entre Dao Sheng et Dame Ying est présenté comme une alchimie intérieure, un sentiment irrésistible qui est donné, un souffle du cœur qui vient bouleverser leur vie, leur destin. Mais cet élan n'est pas sans conséquences. Sans spoiler trop, comme on dit, le roman, juste quelques éléments. Dao Shang va être exilé, condamné, contraint à vivre sous une fausse identité. Dame Ying, elle est reléguée, oubliée de celui auquel elle a été promise, réduite à l'ombre d'elle-même, et leur séparation, leur souffrance vont former en réalité un chemin de transformation. Quand vient enfin la réunion des deux personnages, ce n'est pas un simple retour en arrière, un retour à une existence qui aurait dû être, c'est une métamorphose. Le souffle les traverse à nouveau et l'esprit les anime. Et vous verrez que la fin du roman, là je n'en dis pas plus, est en vérité un commencement, comme nous l'avait en fait annoncé dès le début François Chang dans l'avant-propos du livre. Il l'écrivait, il s'agit d'un processus, je le cite, de dépassement continuel.
Alors on voit comment l'œuvre de François Chang peut nous offrir des clés de compréhension du cosmos, de notre destinée, de notre souffrance aussi. Mais qu'en est-il de notre monde contemporain? Quelles résonances inattendues surgissent quand on confronte ces textes à nos propres urgences, nos doutes, notre soif d'humour, de lumière, de justesse? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles images, quels mots de François Chang vous ont touché? Est-ce que vous avez retrouvé un écho personnel de vos existences dans ces textes? N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire ou en message. Je lirai vos retours avec attention et qui sait, j'aurai peut-être grand plaisir à faire résonner vos voix, vos mots dans le troisième et dernier épisode. En tout cas, à bientôt pour ce dernier volet de notre trilogie. D'ici là, lisez les textes, écoutez l'écrivain lui-même et surtout, portez-vous bien.